Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir organisé, à l'Institut Veblen, d'avoir organisé ce débat. Wojtek, tu m'as décrit comme sceptique, tu semblais interrogatif un peu. Je ne pense pas être forcément sceptique, je suis, je dirais, plutôt agnostique. Il se trouve que j'ai fait ma thèse en 1979 sur l'énergie solaire, l'économie de l'énergie solaire en France. Et depuis, j'ai pratiquement pas quitté ces sujets. Et je dois dire qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution des technologies, des expériences dans les différents pays, je reste effectivement assez agnostique sur soit d'un côté le 100% renouvelable ou de l'autre côté la sortie du nucléaire. Et donc, je vais essayer d'expliciter mon point de vue qui sera plutôt en faveur d'une stratégie de flexibilité dans un contexte de très forte incertitude dans le domaine énergétique. Alors, je vous proposerai d'abord très rapidement de remonter à une expérience qui date exactement d'il y a maintenant 10 ans, qui était le débat national sur la transition énergétique, qui permettait de bien faire apparaître les différents futurs possibles pour le système énergétique français. Alors, première bifurcation, est-ce qu'on continue en tendanciel? Il n'en est pas question. Ou est-ce qu'on est en transition à l'époque vers le facteur 4, aujourd'hui vers la neutralité carbone? À partir de la deuxième bifurcation, est-ce qu'on a une très faible demande, une forte réduction de la demande d'énergie ou simplement une réduction modérée, moins 50% ou moins 20%? Et enfin, est-ce que du point de vue du mix énergétique à mettre en face de cette demande, est-ce qu'on a des mix énergétiques, je dirais, fortement polarisés vers d'un côté le nucléaire ou de l'autre côté les renouvelables, ou est-ce qu'on a un mix énergétique diversifié? Et dans le groupe d'experts, avec Michel Colombier de l'IDRI, on était responsable précisément de ce traitement des scénarios. On avait donc identifié 4 grandes familles de scénarios à partir d'un stock de scénarios, si je puis dire, qui était 15 scénarios. Et il se trouve qu'on a eu de la chance puisque, d'une certaine manière, les 15 scénarios se répartissaient de manière assez équilibrée entre les 4 grandes options que nous avions identifiées. Et je considère qu'aujourd'hui, ces 4 grandes options, elles demeurent tout à fait pertinentes. Donc, il y avait d'un côté la sobriété, avec dans un nombre de scénarios de sobriété une sortie du nucléaire, donc un primat des renouvelables. À l'autre extrême, le scénario dit décarbonation, qui comptait plutôt sur un approvisionnement énergétique relativement abondant et s'appuyant sur le nucléaire. Et entre les deux, un scénario efficacité, je dirais un scénario type ADEME, et un scénario plutôt diversification et diversité qu'on avait développé dans le cadre de l'encre. Ces 4 images, donc comme je le disais, elles me semblent toujours pertinentes et décrire assez bien les futurs possibles pour le système énergétique français. Dans cet exercice du débat national sur la transition énergétique de 2013, on avait pour tâche d'identifier et de classifier les scénarios. Et de ce point de vue, on n'était pas mécontent du travail accompli. En revanche, on nous avait aussi demandé d'évaluer ces scénarios du point de vue d'une douzaine de critères au total. Et là, je dois dire que ça a été une tâche beaucoup plus difficile parce qu'on s'est aperçu qu'il s'agisse des questions de flexibilité, robustesse du système, des questions de l'emploi, de l'indépendance énergétique, des prix et des coûts de l'énergie, etc., etc., l'évaluation s'est avérée beaucoup plus difficile. Donc, je dirais qu'on avait bien rempli la première tâche qui nous était impartie, mais beaucoup moins bien la deuxième. C'est un des problèmes sur lequel on pourra revenir, celui de l'évaluation multicritère des scénarios énergétiques compte tenu des différentes priorités sociales que l'on peut associer à ces scénarios. Une autre manière de mettre ces 4 grandes familles de scénarios, sobriété, efficacité, diversité, décarbonation, c'est de regarder simplement trois grandes variables. Les réductions de demande, donc vous voyez que dans sobriété, efficacité, c'est bien 50%, dans diversité, décarbonation, c'est une réduction moins importante. Et puis ensuite, ça c'est les barres bleues, les barres vertes décrivent la part des renouvelables dans le système électrique et de manière inversement
inversement proportionnelle la part du nucléaire dans le système électrique, dans les 4 grandes familles de scénarios. Alors, de fait, on pourrait faire un exercice amusant de reporter les candidats aux élections de 2017 et de 2022 sur ces 4 grandes familles, et ça donne effectivement bien des futurs possibles portés par différentes familles politiques et différents candidats aux dernières présidentielles. Alors, très rapidement, parce que ce n'est pas le centre de notre sujet, mais ces 4 grandes familles, elles me paraissent assez robustes, d'autant que quand on regarde les scénarios du rapport 1.5 du GIEC sur la neutralité carbone, on retrouve mutatis mutandis, parce que ce n'est pas exactement les mêmes types de scénarios, mais on retrouve néanmoins des scénarios ou l'esprit des scénarios, et là il s'agit évidemment de scénarios globaux, dans les scénarios P1, P2, P3, P4 de l'IPCC, Low Energy Demand, Sustainability, Middle of the Road et Intensive, c'est un peu le même esprit que les 4 scénarios de 2013 du débat national. De même, on retrouve un peu l'esprit de ces scénarios dans les 4 scénarios récemment publiés par l'ADEME, Génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et Paris réparateur. Enfin, dans les exercices qui ont été menés plus récemment, alors on a bien au moins trois exemples d'ensemble de 4 scénarios. Dans les exercices plus récents, il faut noter l'exercice qui a été mené par RTE entre 2019 et 2022 pour les futurs 2050 du système électrique. Là, on n'a pas 4 scénarios, il y en a plus. Il faut noter que dans les scénarios RTE, donc qui se concentrent sur le système électrique, il y a 3 grandes hypothèses sur le niveau de consommation d'électricité dans le futur. Un scénario dit sobriété 550 TWh, un scénario central ou de référence à 645 TWh et un scénario dit réindustrialisation avec une forte augmentation de la consommation d'électricité en France, 752 TWh. Pour le scénario de référence, RTE a identifié 6 de demande, référence pour la demande. RTE a identifié 6 scénarios d'offres avec 3 scénarios qui n'impliquent pas de construire de nouveaux réacteurs, un scénario maximum solaire et éolien, un scénario maximum solaire avec des options plutôt diffuses et un scénario maximum éolien avec au contraire des options plutôt concentrées dans des grands parcs éoliens. Et à côté de ces scénarios sans nucléaire nouveau, 3 scénarios avec nucléaire, combinant le nucléaire historique et le nucléaire nouveau. Un premier scénario avec 16 gigawatts d'historique et 13 gigawatts de nouveau, soit environ 8 EPR nouveaux construits d'ici 2060, et une part de l'électricité égale à 23%. Une part du nucléaire égale à 23% de la production totale. J'ai un écho. Est-ce que quelqu'un peut couper son micro? Bien. Deuxième scénario pour le nucléaire, 16 gigawatts d'historique et 23 de nouveau, soit environ 14 EPR pour une part du nucléaire de 26%. Et enfin, un scénario le plus nucléarisé, 24 gigawatts de nucléaire historique, ça veut dire une prolongation très longue d'une partie du parc existant, plus 27 gigawatts de nucléaire nouveau, 14 EPR et quelques SMR, des petits réacteurs modulaires. Voilà donc la description des 6 futurs possibles pour le système électrique selon RTE. Alors, comment utiliser ces travaux pour répondre à la question peut-on, doit-on? De mon point de vue, on voit bien donc les scénarios, le contenu, l'esprit des scénarios, grande sobriété et sortie du nucléaire. Ces scénarios, de mon point de vue, posent
au moins 3 grands types de questions. Tout d'abord, comment peut-on atteindre un très grand niveau de sobriété énergétique avec une réduction de moitié de la consommation en 2050? Il est clair que la sobriété fait partie des priorités des politiques de transition, mais jusqu'où peut-on aller dans ce domaine et jusqu'où peut-on aller sur le long terme? On a vu cet hiver combien la sobriété pouvait être efficace en quelque sorte, mais peut-être en tout cas, on peut espérer que les efforts du court terme se prolongent dans le long terme et que les efforts individuels soient prolongés par des efforts et consolidés par des efforts collectifs, mais réduire de moitié la consommation d'énergie en 2050, c'est très ambitieux. Deuxième type de question, quel rythme d'installation de l'éolien et du photovoltaïque? On sait que en France, de ce point de vue, on n'a pas pour l'instant des performances remarquables et que d'autres pays comme l'Allemagne ont fait beaucoup mieux que nous, et d'où la loi d'ailleurs d'accélération du développement des renouvelables. Et enfin, troisième type de question, compte tenu de la contrainte d'équilibrage offre-demande, quels pourraient être les coûts et la robustesse d'un système basé, je dirais, à plus de 50% sur des sources renouvelables variables, sachant qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, des pays comme le Royaume-Uni, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne ont tous un taux d'énergie renouvelable variable dans leur production compris entre 25 et un quart et un tiers de la production d'électricité. Le Danemark fait exception à 50%, mais il faut noter qu'il a des interconnexions massives avec le reste de la plaque électrique européenne et en particulier ce qu'on pourrait appeler la batterie hydraulique que constitue, enfin la batterie que constitue le système hydraulique de la Norvège. Donc voilà les grandes questions qui se poseraient ou que pose la perspective d'un développement des renouvelables variables, je dirais, au-delà de 50% du mix électrique. Quant au scénario sobriété modérée et nucléaire, là aussi, 3 grands types de questions. Comment résoudre les problèmes de vieillissement du parc? On voit ce dont il s'agit actuellement. Le développement de l'EPR2 peut-il être conduit dans des conditions de délai, de coût et de sûreté satisfaisantes? La question est ouverte, la preuve reste encore à faire que c'est possible. Et enfin, les risques associés au nucléaire en fonctionnement normal, en cas d'accident et dans la gestion des déchets, seront-ils jugés socialement acceptables dans le futur? Voilà donc l'ensemble des inconnus qui pèsent, je dirais, sur l'une et l'autre des grandes options qui sont disponibles. Dans les deux cas, on a bien un pari technique, un pari économique et des problèmes d'acceptabilité. On ne peut pas sous-estimer les problèmes d'acceptabilité posés et par le nucléaire et par exemple par le développement de l'éolien, mais ça, Cédric pourra nous dire ce qu'il pense de cette question. C'est aussi un pari sur l'avenir dans un contexte de très fortes incertitudes internationales. Inutile de dire que la situation créée par l'invasion de l'Ukraine crée un contexte international assez radicalement nouveau, avec de nouveaux enjeux géostratégiques, à la fois sur les ressources énergétiques, les technologies et leur maîtrise, et la question des matières premières, cette question qui émerge comme une question de premier rang à propos du développement des technologies décarbonées et de la transition. Ma conclusion dans ce contexte, c'est qu'il serait, me semble-t-il, peu responsable de fermer certaines des portes. Et devant la nécessité, dans un contexte d'incertitude assez radicale, se priver de certaines options ne me paraîtrait pas une bonne option. Et donc, la sortie du nucléaire, la sortie totale du nucléaire, le rééquilibrage du mix électrique, oui, à l'évidence. De toute façon, je dirais qu'on ne pourra pas faire autrement que de le diversifier, le mix électrique, puisque ça paraît peu probable de pouvoir maintenir un niveau de 70% de production d'électricité nucléaire. Donc, diversification du mix électrique, mais en adoptant, et donc pas de sortie complète du nucléaire, en adoptant une stratégie flexible qui permettra en quelque sorte, c'est un peu terrible d'en revenir là dans un contexte dans lequel on parle beaucoup de planification,
mais je pense que la nécessité d'une planification énergétique doit s'accompagner d'une prise en compte de la nécessité de gérer les incertitudes dans le contexte dans lequel on est. Et donc, adopter une stratégie flexible en avançant en quelque sorte, en programmant, mais également en avançant pas à pas, me paraît une nécessité. Et je pense que je peux en rester là pour l'instant. J'avais encore une slide pour décrire les scénarios RTE, puisqu'on va revenir après sur la question des coûts, sans doute. Voilà le chiffrage qui a été mené par RTE dans l'étude Futur 2050, où la conclusion de RTE avec un système de modélisation, je pense, assez perfectionné, mais avec des jeux d'hypothèses qui sont toujours discutables et critiquables. La conclusion d'RTE, par exemple, c'est que le scénario M23 pour le renouvelable est 16% plus coûteux que le scénario central, en quelque sorte, pour le nucléaire. C'est la conclusion à laquelle RTE aboutit quand on prend en compte les coûts de production, les coûts des flexibilités, c'est-à-dire l'ajustement en permanence de l'offre et de la demande, les coûts des réseaux de transport et les coûts de distribution. Voilà.